Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire conjoint entre H2O Lyon et le réseau Rivière TV. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Quelques mots pour commencer sur H2O Lyon, très courtement. Donc, on est une école universitaire de recherche qui a été fondée en 2018 et qui est financée par l'État. On travaille autour de 4 grands piliers pour une gestion intégrée des hydrosystèmes qui sont de promouvoir l'interdisciplinarité, le lien entre la recherche et la formation, entre la recherche et le monde socio-économique et la recherche le lien entre ce qui se développe au niveau national et l'international. Et dans ce cadre-là, on organise différents types d'actions tout le long de l'année que vous pouvez retrouver sur notre site internet, dont des webinaires. Et on a la chance d'accueillir chaque année un ou plusieurs chercheurs étrangers. Cette année, on a accueilli donc Joe Wheaton de l'université de l'Utah, qui est géomorphologue et qui va qui va présenter aujourd'hui ce webinaire sur la restauration du lit des rivières à l'aide de procédés low-tech. Merci à tous de bien couper vos micros et caméras. Surtout les micros, c'est très important pour la traduction. Et puis, je vais passer la parole à Antoine de Réseau Rivière. Oui, merci beaucoup. Donc en fait, ce soir, comme il a été rappelé, donc c'est un webinaire international. Donc on a des gens qui sont de l'étranger, qui vont participer avec nous. Donc en fait, on voit qu'il y a à peu près 250 inscrits. En fait, voilà. Donc on va avoir un public éclectique et nous allons essayer donc de pouvoir être interactif pour ce qui est donc du mode de questions-réponses. Alors pourrait interagir via le mode discussion qui est indiqué la bulle en pied de page. Et avec donc Claire-Lise, nous prendrons vos questions en fin de présentation. Le timing est prévu d'avoir une présentation d'environ 1 heure maximum avec Joe Wheaton qui va se présenter ensuite. Ensuite, il y aura les questions-réponses. La première heure sera traduite par notre traductrice Bernie Gott qui sera présente parmi nous, mais après elle ne peut pas rester. Donc nous assurons une traduction avec les moyens du bord. Et donc on vous remercie d'ici là d'être patient. Je laisse tout de suite la main donc, à Claire-Lise pour introduire les modalités de traduction et autres petites questions techniques. Ouais, merci Antoine. N'hésitez pas aussi tout le long de la présentation à déjà vous poser vos questions dans le chat. Nous, on les recueillera au fur et à mesure et on pourra les restituer à la fin. Le webinaire sera traduit simultanément en français-anglais. Donc, si vous souhaitez changer de langue, il faut aller donc, dans le petit onglet en bas de votre écran qui représente un monde et cliquer sur le canal soit français, soit le canal anglais. Pour les questions également, du coup, vous pouvez les poser en français ou en anglais, dans la langue qui est la plus facile pour vous. Donc, voilà pour cette petite introduction. Et on va laisser la parole à Joe Wheaton pour nous parler de restauration et de low-tech. Voilà, Joe, je vais te laisser partager ton PowerPoint et je te laisse la parole. Great. Can you hear me okay? Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Well, thank you. Great. Thank you so much. Merci de cette invitation et cette introduction. Je suis passionnée d'être parmi vous tous virtuellement. Physiquement, je me trouve encore à Lyon. Donc, je m'approche de la fin de mon séjour sabbatique. Donc, merci à H2O Lyon et l'université ici à Lyon. J'aimerais également remercier toute l'équipe H2O Lyon qui a organisé ce webinaire et mes excuses à Bernie parce que j'ai l'habitude de parler un peu rapidement. Je vais essayer de ralentir, mais voilà. Alors, nous allons
parler aujourd'hui d'une forme de restauration pour faire revenir des paysages fluviaux en bonne santé. Ce que j'aimerais souligner tout d'abord, il s'agit d'une restauration basée sur les processus. Donc, on laisse les rivières faire le travail. L'idée, c'est de partager des perspectives sur les façons de réimaginer les rivières et les cours d'eau. Donc, on veut imaginer des paysages fluviaux en bonne santé, les riverscapes, comme on dit en anglais. Et je vais peut-être vous expliquer des choses que vous allez trouver peut-être utiles lors de vos propres communications avec vos propres publics. Alors, je vais baser cette présentation sur mon expérience aux États-Unis. Et c'est une façon de faire en sorte que nos rivières retrouvent leur splendeur naturelle. Donc, on va utiliser des processus naturels et en particulier, on va essayer d'utiliser des structures low-tech pour redéclencher quelque chose de plus naturel. Alors, j'ai tendance à donner trop d'informations, donc je m'excuse d'avance. Ne vous sentez pas obligé d'essayer de tout dégérer. Je vais essayer de ralentir lorsque j'arrive à des points très importants. S'il y a des choses qui vous intéressent, il y a un site web qui contient tout ce que nous couvrons ici. Donc, il y a des choses que vous pouvez télécharger gratuitement, il y a des modules autoguidés, il y a une notice, etc. Donc, à la fin, je vais vous donner un lien aux diapositives qui seront également disponibles grâce à H2O Lyon, donc sur le site de H2O Lyon. Voici l'ordre du jour. Donc, je vais parler de ce mot de riverscape tout d'abord. Qu'est-ce que nous entendons par ce mot? Nous savons qu'il y a beaucoup de détérioration et c'est très déprimant. Après, je vais passer en revue quelques principes pour la bonne santé de ces paysages fluviaux, ces plaines alluviales. Je vais passer en revue des concepts de base qui nous aident à comprendre quelles sont les conditions actuelles et quels sont les potentiels de récupération. En général, on souvent ce qui est possible au niveau de nos paysages fluviaux. On va parler de low-tech, on va donner quelques exemples, on va souligner les processus clés qu'il faut restaurer ou alors qu'il faut laisser faire sans donner des obstacles sur le chemin. Après, on va parler de principes pour les actions de restauration. Je vais vous donner un peu de contexte assez pratique là. Ça, c'est l'ordre du jour et comme on l'a dit déjà, vous pouvez mettre vos questions dans la discussion. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce riverscape? Donc, c'est un mot inventé de toutes pièces, mais bon, qui existe depuis les années 1940. Il y a river escape, donc paysage, et la partie rivière ou fluviale. Donc, vous n'avez peut-être pas déjà vu ce terme, paysage fluvial, riverscape. Alors, clairement, il faut inclure les chenaux dans ce terme. Il y a l'habitat aquatique également qui est concerné. Donc, il y a tout le paysage. Donc, tous les réseaux de drainage qui sont concernés, les chenaux ne suffisent pas. Un riverscape, un paysage fluvial, c'est plus là. Et c'est plus que juste la bande active riveraine qui reste sur les bords. Il s'agit de plaines inondables, même si on n'a pas d'inondation aujourd'hui, ont le potentiel d'être inondées. Et cela m'emmène à la définition. Donc, ces paysages fluviaux sont en fait le fond de vallée. Notre définition ici, c'est que c'est la partie du paysage qui pourrait vraisemblablement être inondée par ces rivières et ruisseaux dans le cadre de son régime d'écoulement naturel et actuel. Donc, vraisemblablement, ça c'est un mot important. Cela ne veut pas dire que c'est actuellement, parce que dans beaucoup de systèmes, étant donné les conditions actuelles, il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation de nos plaines inondables. Et puis, on parle de ce régime d'écoulement naturel et actuel.
Dans beaucoup d'endroits, on a déjà retiré beaucoup d'eau, on a manipulé les ressources en eau. Donc, en fait, il n'y a peut-être plus de régime d'écoulement naturel. Et donc, c'est un gros morceau du paysage, plus gros qu'on imagine, en fait, lorsqu'on parle d'un cours d'eau et de son inondation. Voilà, on souvent le concept. Et beaucoup de ces paysages sont faciles à lire d'un point de vue topographique. Par exemple, si vous regardez ce paysage, ici, il y a une terrasse morainique. Il y a des différences entre les parties supérieures et les parties inférieures. En fait, on voit tout à fait où se trouve la plaine inondable. Il y a un mélange de parties riveraines et de zones humides, etc. Donc, c'est facile. Mais il y a d'autres paysages qui sont plus difficiles parce qu'il y a l'empreinte humaine partout. Parfois, les bords, euh, on ne voit pas où se trouve le fond de vallée. Donc, on imagine que ça, c'est une tranchée, mais en fait, c'était peut-être avant un petit cours d'eau. Et parfois, on a redressé nos rivières. Il y a beaucoup de paysages donc qui sont trompeurs. On a l'impression qu'ils se portent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de végétation sur les berges. Donc, cela doit se porter bien. Mais si on regarde dans le détail, donc, il s'agit d'un paysage qui est le produit d'un bulldozer. Donc, il y avait une inondation qui est passée par là. Donc, la rivière s'est comportée comme elle a pu. Et après, le bulldozer est passé, donc a agrandi la chose. Après, il y a eu récupération et repousse de végétation. Ça a l'air pas mal, mais en fait, c'est une piste de bowling. C'est simplifié, il y a très peu d'habitat et c'est affamé en termes de structure de bois. Et à un certain degré, il n'y a pas assez de sédiments non plus. Donc, lorsqu'on commence à parler de restauration des processus basés sur les low-tech, une hypothèse est basée sur cette idée de privation structurelle. Et si vous regardez ce graphique qui concerne le bassin Columbia, on a des choses similaires en Europe. On a des timelines qui nous remontent dans le passé, mais le mélange d'extraction de ressources et d'utilisation foncière font que on a attaqué nos rivières et cela résulte en une privation de structures de bois et de castors. Alors, il y a beaucoup de façons qu'on peut regarder cette situation terrible. Et peu importe comment on essaie de résumer la chose, l'étendue de cette détérioration est difficilement imaginable. C'est énorme. On se rend compte, c'est quelque chose qui est reflété dans les dépenses publiques dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup d'efforts de restauration en cours, mais souvent, on se concentre sur des petits morceaux de rivière, la taille d'un timbre postal. Et si on regarde la France, on pourrait dépenser plus d'1 million d'euros sur 1 kilomètre de cours d'eau, mais il y a beaucoup plus de kilomètres qui sont négligés. Une autre partie du problème provient de cette amnésie écologique. On a oublié quelque chose, on a oublié les conditions de référence, ce qui est possible ou qui était possible. Souvent, ces paysages sont manipulés depuis plus de 2000 ans et beaucoup de scientifiques pensaient qu'en regardant cela, avec ses forces structurelles, ses fûts et tous les fils, on pense que c'est une anomalie, mais on a appris petit à petit qu'il ne s'agit pas d'anomalie. C'était quelque chose qu'on trouvait partout dans l'hémisphère du Nord. Ben Goldford décrit cela dans son livre Eager Beaver
Big Beavers Matter. Il y a beaucoup de données empiriques publiées dans la littérature scientifique depuis 15 ans. Et il y a beaucoup de jargon, on parle d'étape 0, d'étape 8, anastomosage, mais on ne se rend pas compte à quel point on a perdu ces structures. Donc, il y a beaucoup de modules que nous avons sur le site web. Donc, il y a des enregistrements de conférences, par exemple. On peut écouter Mark Beardsley qui décrit ce qui est possible. On peut réimaginer les paysages fluviaux et il utilise des métaphores sympathiques. Alors, on va plonger dans une analogie de santé pour parler de ces plaines alluviales, ces paysages fluviaux. Donc, il y a 3 principes très simples. Donc, l'analogie de santé c'est quelque chose qu'on utilise par rapport aux rivières depuis 30 à 40 ans. Et on peut se poser la question, c'est quoi un régime sain pour un paysage fluvial, une plaine alluviale? On pense à l'eau, le régime naturel. Il y a certainement des géomorphologues parmi vous, donc on pense aux sédiments, mais il y a d'autres choses. Il y a la matière organique, il y a le bois, il y a les barrages de Castor. Et différentes rivières ont des métabolismes différents, avec des capacités de digestion différentes, à des cadences différentes, mais il y a également l'exercice physique. Quel est le rôle de l'exercice physique? Eh bien, il s'agit des processus géomorphiques, la vie en général, qui, qui mènent à la création de nouveaux habitats, de nouvelles unités géomorphiques, des changements de chenaux, etc. Donc, si on pense à l'exemple de castors, ce que font les castors, ces castors modifient de manière considérable le régime. Donc, ils traînent des choses, des coteaux qu'ils mettent dans l'eau. Et notre hypothèse, lorsqu'on pense à cette analogie de santé vis-à-vis de la plupart des pratiques de restauration, c'est que trop de pratiques se concentrent sur une partie de la médecine. C'est comme une chirurgie invasive. On fait de la chirurgie reconstructive, on y va, on entre. Et si quelqu'un se casse un os, on va mettre un plâtre. Après, on va mettre trop de choses sur la rivière. On va trop se concentrer sur l'immobilisation et pas assez se concentrer sur l'exercice. Donc, pour la restauration basée sur les processus, il faut penser à nos actions. C'est plus comme comment préparer un bon repas pour ce cours d'eau. Le but ultime, ce n'est pas d'alimenter ces systèmes, mais de coexister avec ces systèmes pour que ces systèmes puissent être autosuffisants et s'alimenter eux-mêmes. Donc voilà, on a pris beaucoup d'idées qui se trouvent dans la littérature et on a résumé tout cela en 3 choses. Donc, les paysages fluviaux ont besoin d'espace. La structure crée de la complexité, c'est ça qui construit la résilience. Et si on pense à notre gestion des rivières jusque-là, il faut trouver l'opposé, un parcours inefficace. Si on respecte ces principes, on aura plus de biodiversité, on aura des infrastructures naturelles autosuffisantes et on devrait permettre une coexistence plus facile et une bonne adaptation. Et étant donné la crise climatique, cela est important pour ces rivières. Et puis, si on veut sortir de la prison, comme comme dans le jeu Monopoly, il y a également cette idée de quelle est l'importance de ces choses différentes dans un paysage spécifique, une gorge vis-à-vis d'une rivière tressée? En fait, cela dépend. Cela dépend. On aime bien cette expression-là dans les sciences naturelles. Cela dépend, on dit. Et en fait, c'est vrai. Et c'est pour cela que les gens étudient la géomorphologie. Comme ça, on peut répondre à cette question.
ça dépend de quoi? Alors, rentrons un petit peu dans les détails. Les ruisseaux, les cours d'eau ont besoin d'espace pour s'entraîner, pour faire de l'exercice physique. Si on peut lire les fonds de vallée, on sait combien d'espace il leur fallait par le passé. Ce n'est pas une nouvelle idée. En France, Péguet, un hôte et un collaborateur poussent cette idée de bande active érodable. Donc, on a pris ce concept et on l'étudie. C'est quelque chose qui est communiqué dans différents pays de manière différente. On parle de zones de migration, on parle de beaucoup de choses. Euh, et on peut penser à tout cela d'une autre façon. On pourrait, par exemple, prendre des enfants, les enfermer dans une salle de classe, leur demander de rester assis et de travailler sans récré. Peut-être que ça va fonctionner pendant un petit moment, mais à un moment donné, ils vont être terribles et il va falloir les libérer. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec trop de paysages fluviaux. On n'a pas donné le terrain de jeu qu'il fallait. Donc, il faut leur donner de l'espace. Ensuite, est-ce qu'ils vont quitter le campus? Non. On peut aussi contraindre le fond de vallée. Donc, il y aura un peu de larmes, etc. Mais on peut faire des choses simples pour communiquer les concepts qui sont décrits avec beaucoup de jargon. Il y a des scientifiques qui vont trouver ça horrible, mais là, je ne parle pas aux scientifiques. C'est ce qu'on essaye de faire avec des publics plus larges, en fait. On utilise des choses simples, on parle de choses simplement. Deuxième principe, la structure crée la complexité et cela construit la résilience. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais prenons chaque chose à la fois. Donc, Maisie Richards a fait cette illustration et dans ce schéma, elle souligne des structures comme des structures de bois et des barrages ouvrages de type castor. Ces structures rendent le paysage plus complexe. Donc, on commence par un changement hydraulique. On a des choses plus profondes ou moins profondes qui vont plus vite ou moins vite. Ce sont des changements hydrauliques. Donc, on passe de quelque chose qui est monotone et uniforme à quelque chose qui est diversifié. Ensuite, on va amplifier les processus géomorphiques, l'érosion, le dépôt, le transport et le stockage sédimentaire, ce qui laisse des unités géomorphiques beaucoup plus complexes qui sont plus intéressantes d'un point de vue de la biodiversité. Lorsqu'on crée cette complexité, il y a autre chose qui est intéressante, surtout lorsqu'on parle de matière organique, des choses qui sont vivantes, pas seulement le sédiment. Donc, lorsqu'on a ces choses-là, on a quelque chose de plus résilient. Si je vous donne un tuyau et un bac à sable, on met du sable, on met de l'eau dans le sable, il s'agit d'un dépôt assez vulnérable. Mais si on rajoute plus de sable, mais également des terreaux, un peu de feuilles, un peu de mousse, un peu de brindilles, enfin des matières organiques. Vous mélangez plein de choses de tailles différentes et la vie prend forme. Il y a des choses qui vont croître et on a une matière organique structurée. C'est une super façon de reconstruire un fond de vallée. C'est mieux que d'utiliser que du sédiment, par exemple. Donc, la résilience, et tout le monde œuvre pour atteindre la résilience, c'est cette capacité de disruption. Et là, il y a des choses dont les gens ont peur. Le feu, les inondations, la sécheresse nous font peur, mais il s'agit de processus naturels qui sont devenus exacerbés. Mais si on avait des paysages plus sains, on aurait des armes pour supporter
ces choses-là. Donc ici, Maisie essaie de montrer qu'il y a un feu, mais c'est un processus naturel, le feu. Et ce feu a même produit ce flux de débris, ce glissement de terrain, mais la structure naturelle est restée en place. Donc parfois, c'est utile lorsque on parle à différents groupes. On n'a pas besoin d'être très spécifique par rapport à ce qui est important pour ces personnes en termes de résilience. Parfois, c'est la population de poissons ou un système sain de manière générale, où il y a des gens pour qui c'est important que leur maison reste intacte. Donc, il y a des intérêts divers et variés. Voici un paysage qui a vu un feu et donc la zone riveraine a été entièrement brûlée. Et on sait que l'eau ne brûle pas. Donc là, vous voyez de l'eau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les castors ont construit des barrages et l'éponge, qui est la nappe, a pu s'imprégner de l'eau. Et cela a créé beaucoup plus de résilience pour les habitats. Donc, c'est mieux que le ruissellement ou le sédiment et les choses sur lesquelles nous avons tendance à agir. Donc, un parcours inefficace de l'eau est un système sain. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que, pardon, ça veut dire qu'il faut des choses variées. La masse et son transport à travers le système, c'est important. Parfois, le déplacement est rapide avec des temps de séjour assez courts, mais parfois, le déplacement est lent. Et puis, il y a des engagements, même à des débits faibles, même au niveau des chenaux sur les côtés. Il y a des trous de castor qui ralentissent l'écoulement. Et parfois, le déplacement est très, très lent et il y a des temps de séjour encore plus longs. Et l'éponge est saturée grâce à cela. Alors, simplement, on peut regarder l'étendue de l'inondation. À droite, ce qu'on voit, c'est ce paysage fluvial ou plaine alluviale et on voit qu'il y a un barrage de Castor. À gauche, on a une carte de cela. Tout en haut à gauche, c'est une carte du même paysage il y a quelques années avant le retour des castors. Et ces deux cartes ont le même débit. En haut, seulement 5% du fond de vallée est inondé. En bas, c'est 20%. C'est de la folie. Il y a des gens qui parlent du tour de magie de l'eau parce qu'il n'y a pas plus d'eau qui est passée par là. On a les mêmes rejets, les mêmes écoulements. À l'aval, c'est ce qu'on voit. Simplement, en bas, il y a eu ces structures qui créent de la diversité et donc de l'inefficacité. Et on a plus d'habitats aquatiques, mais sans avoir plus de débit. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez cohérent, peu importe le paysage fluvial ou la plaine alluviale. Donc, on doit reconnaître ce que c'est que ce système sain. Mais pour faire cela, il faut reconnaître ce que c'est qu'un système malsain. Donc, il faut faire marche arrière, en quelque sorte. Voici comment nous avons géré nos paysages, donc grâce au drainage, grâce au rajout de tuyaux, etc. Voici un bel exemple, la rivière de Los Angeles. C'est très facile de calculer les rejets. Voici un autre exemple allemand. Donc, nous avons tous des rivières qui ressemblent à cela. Voici une rivière qui pourrait donner une crise cardiaque aux ingénieurs, mais c'est vraiment très désordonné. C'est très complexe. Il y a des barrages de castors de partout. Donc, on ne va pas gagner la course grâce à cela, mais on va peut-être gagner la bataille.
Donc, la structure crée de la complexité et construit de la résilience. Donc, il y a des systèmes affamés structurellement et des systèmes riches en structure. Donc, ici, avec ce système à gauche, on a quelque chose de très propre. Et en fait, c'est un système qui est finalement plus vulnérable. Et vous voyez, en fait, ce que nous faisons avec la plupart de nos paysages, on les divertit, on les envahit. On peut conclure que pour être en bonne santé, il faut revenir à un système utopique. C'est tout ou rien, mais n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour revenir au système qu'on avait. Moi, je ne serai jamais athlète olympique, mais je peux être en bonne santé en faisant de l'exercice physique. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Alors, c'est quoi cette restauration de processus basés sur les low-tech? Ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de techniques qui existent depuis bien longtemps, qu'on a découvert, qu'on a oublié, qu'on a redécouvert, qu'on a réinventé, etc. Donc, il y a des choses comme contrôle d'érosion grâce à des blocs pierreux, des méthodes pour mettre du bois dans les systèmes, une bonne gestion de pâturage pour que les animaux continuent de se déplacer plutôt que rester sur place. Voici quelque chose de la Drôme avec de bels exemples entre les 1870 et les 1890 et on voit des efforts de replantation de pins et une intégration de processus low-tech. Donc, on a pu travailler sur ces structures au niveau des coteaux. Donc, il y a beaucoup de façons de procéder. Et il y a quelque chose qui est assez amusant. Donc, les gens qui préparent le repas pour la rivière peuvent être de toutes sortes, des enfants, des adultes, etc. Donc, le P dans la restauration des processus, c'est qui? Alors, si vous êtes américain, vous allez reconnaître Pabst Blue Ribbon. Si vous avez visité les États-Unis, j'espère que ce n'est pas la seule bière que vous avez dégustée. Donc, c'est la bière des ouvriers, mais aujourd'hui, c'est plutôt la bière du hipster. En fait, ici, il s'agit de la restauration de processus grâce au low-tech. C'est un concept qui existe depuis un petit moment. Et on parle d'un parfum low-tech cette fois-ci. On a essayé d'établir des notices, des guides poches, des documents pour vous aider. Donc, tout cela est disponible sur le site web. Donc, on a essayé de communiquer les idées de base et on a essayé de fournir aux agences et aux organisations réglementaires, on essaie de fournir des normes. Alors, notre contribution à cet espace, c'était quelques structures low-tech, un bouquin de recettes, si vous voulez bien. On s'est concentré sur certaines structures qui promeuvent le processus d'accumulation de bois et des processus qui promeuvent l'activité des barrages de castors. Alors, il y a une confusion qui existe beaucoup aux États-Unis. Ils entendent la partie low-tech, ils s'excitent parce que, oh, c'est low-tech. Et souvent, lorsqu'on construit une structure, on veut que ça dure, mais ce n'est pas le cas ici. On construit la structure en bois, un peu comme celle-là, donc avec des pieux, assistés par des pieux. Donc après, il y a des bois qui s'accumulent dessus, mais peut-être que cette structure va s'en aller et s'accumuler plus loin à l'aval et construire quelque chose, former quelque chose d'encore plus grand. C'est très bien comme ça. Dans ces standards de pratique, on a des détails sur les constructions, il y a des commentaires, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les adapter selon vos besoins. Si vous voulez avoir plus d'idées, il y a Steve Bennett qui va organiser un webinaire le 12 juin.
Mais il y a des modules, un module de Steve, un module de Scott sur les ouvrages type Castor, si cela vous intéresse. Et en fait, il y a beaucoup de diversité de différents groupes qui font un travail formidable. Il y a des tribus, il y a des organisations à but non lucratif, il y a également des agences fédérales. Alors, à quoi ça ressemble? Voici quelques exemples. Donc, la Bridge Creek, c'était un départ pour ce type de restauration. Ce n'était pas un cours d'eau incisé, mais on essayait de réparer cette chose parce qu'il y avait une population en danger, une population de saumon. Les castors étaient présents dans le système et il y a eu des améliorations en termes de gestion de pâturage. Donc, il y avait cette petite bande de végétation bien verte au milieu. C'était assez pour faire des constructions. Mais lorsque on construit un barrage, il y a beaucoup de pression de l'eau et parfois, ça ne fonctionne pas. Et il y a des érosions qui ont lieu. Mais c'est bien parce que cela va agrandir la tranchée, cela va créer plus d'espace. Plutôt que d'essayer d'atteindre des vieilles surfaces, on va créer de nouvelles plaines inondables dans cet espace plus large. Et vous avez des matériaux pour faire les structures. Et cela rend la chose plus facile pour que les castors reviennent pour construire des choses qui vont durer plus longtemps. Bon, il y aura des échecs, il y aura des structures qui vont s'en aller, mais au bout d'un moment, vous arrivez à l'étape zéro et ce bordel d'anastamosage. Donc, voilà. Donc, nous savons que les castors sont optimistes. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut imiter ce qu'ils font? Est-ce qu'on peut accélérer ce qu'ils font? Est-ce qu'on peut promouvoir quelque chose pour que ces castors puissent avoir des structures un peu plus stables, pas des structures permanentes, mais des choses qui ne vont pas partir à chaque inondation? Et donc, on a publié cela. Donc, sur les ouvrages de type Castor, le raisonnement a attiré de l'attention parce qu'on a pu montrer qu'il y a eu une réponse de la part de la population de saumon qui était en danger. Et c'est grâce à cela que une attention a été portée sur ces pratiques. Cette réponse était grâce à une surveillance très laborieuse. Il fallait suivre des changements en termes de densité, de croissance, de survie et de reproduction par rapport à une population de contrôle, on a pu démêler le tout et montrer qu'il y avait une bonne réponse et c'était grâce à ces ouvrages. Nick Baus parle de cela beaucoup mieux. C'est dans le module 2C et côté bois, il y a également Steve Bennett qui parle de PALS ou d'embâcle low-tech. Alors, à quoi ça ressemble quand on essaie de faire ce genre de choses? On va commencer avec une vision partagée. Voici un exemple de Watership Council. Donc, le conseil avait identifié ce paysage relégué sur un côté pour drainer la terre, pour que la terre puisse être utilisée pour du pâturage. Et en fait, la rivière essayait déjà de se retirer, donc ils ont décidé d'essayer de revenir au système d'avant avec cette création de structures. Les attentes, c'était pas vis-à-vis des low-tech. Il y a d'autres façons de revenir à l'ancien système, mais il s'agit d'une approche par incrément plutôt. L'idée, donc, on voit les points rouges. Donc, on va introduire des structures. On essaie de redéclencher certains processus. Il y a déjà des processus à certains endroits. Il n'y en a pas à d'autres endroits. On essaie de les encourager. Donc, on met les structures, on regarde, on espère que cela va croître et ensuite, on va rajouter d'autres couches. On pousse le système à revenir. Le timing n'est pas précis. On attend des inondations. Peut-être que vous allez avoir de la chance. Peut-être qu'il y aura une sécheresse pendant 5 ans. On ne sait pas.
Donc, voici un exemple. Ici, si vous regardez, donc je vais l'accélérer parce que c'est un petit peu ennuyeux. Donc, voici un exemple de ce même projet. C'est une démonstration. Donc, cela couvre 1,6 km, donc un peu moins de 2 km. On voit le bois, on voit les structures. Il y a des groupements de structures en bois. Il y a quelques ouvrages de type castor. Et il y a beaucoup de bois. Donc, on est passé d'un système où il y avait peut-être 3 barrages à un système où il y a 150 en bâcle et des endroits où on essaie vraiment d'attaquer la plaine inondable. Donc, ça, c'est un traitement, c'est un repas, c'est une offrande, si vous voulez. Et voici 3-4 mois plus tard, donc ce n'est pas une énorme inondation, c'est une inondation plutôt typique. Et souvent, les gens, ils ont peur quand il y a tout ce bois. Ils disent, mais oh, ça va s'en aller, tout ce bois. Mais en fait, il y en a qui restent en place malgré l'écoulement. Il y a beaucoup d'accumulation également. Il y a accumulation de bois, accumulation de sédiments. Et il y a des prises qui sont faites. Et puis, il y a plus de diversité qui est créée. Et lorsqu'on passe à l'aval, on voit qu'il y a de l'érosion vis-à-vis des berges. On a reconstruit de nouvelles plaines inondables grâce à l'activité latérale. Et ça peut ressembler à cela, ce type d'ouvrage. Donc, c'est important de se concentrer sur des processus clés. Et pour souligner cela, je ne vais pas me focaliser sur cela, je vais faire autre chose. Parlons de la restauration des processus. On va parler de verbes, les processus, et puis après les noms et les adjectifs. On va parler de processus hydrologiques. On commence avec de l'eau. Donc, on va inonder les plaines inondables. On va atténuer les écoulements. On va augmenter le débit de base. Pensez maintenant au processus hydraulique. On peut avoir quelque chose de lent, de profond, quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui est dévié, qui se séparent. Après, il y a des processus géomorphiques. Il y a des accumulations, des coupes, du transport, des stockages. Et ensuite, il y a les processus biologiques, la croissance, la survie, la reproduction, la mort. J'imagine que cela vous endort parce qu'on est déjà à la fin de la journée. Vous regardez cela et vous vous sentez submergé. C'était mon cas. On a commencé par cet ordre-là pour la restauration de processus. Si on connaît un peu des choses concernant ces différents processus, je peux travailler correctement. Mais en fait, il y a eu un article publié dernièrement qui parle de ce triangle de l'évolution. En fait, on passe beaucoup trop de temps sur des choses hydromorphiques. Ce sont les processus qui dominent, mais il y a tellement d'autres systèmes, surtout des systèmes sains. Et c'est là où la vie domine. Si vous voulez comparer la puissance d'un cours d'heure à l'énergie côté biotique, eh bien, le côté biotique submerge le reste. Donc, on met cela de côté. Voilà, il y a beaucoup de cours qui peuvent être construits, mais en écologie, parfois on se concentre sur les espèces clés. Parce que si ces espèces se portent bien, ce sont des indicateurs que les autres parties de l'écosystème se portent bien. On peut utiliser cette même idée avec ces processus. On peut se concentrer sur les espèces clés. Et les espèces clés dans la restauration low-tech, ce sont l'accumulation de bois et l'activité de barrage de castor. Voici un ouvrage, une structure en bois. On ne voit pas le début parce qu'il y a eu une accumulation de bois par-dessus. Ça, c'est une réussite. Ce n'est pas un échec. On ne voit pas la structure initiale. La structure initiale, c'était l'action, c'était le repas, mais ce n'est pas la solution. En fait, l'autre jour, j'étais
été sur le terrain avec Baptiste ici en France. Et voilà, il a, il a écrit de livres super comme Rekindling Life, Réallumer la vie. Et il s'agit de récupérer ces systèmes. Et on se bat pour ça. Parfois, on oublie des choses. Et il m'a dit, est-ce qu'il y a des processus clés qui n'impliquent pas la vie? Moi, je n'arrive pas à en trouver. Il y a des processus importants, mais il n'y a pas de processus que je dirais qui sont plus importants que d'autres. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de simple, il faut aller sur la planète Mars. Si vous voulez apprendre plus sur les castors, vous pouvez lire ce livre. Nick Bowers parle plutôt du comportement de castor, l'activité de barrage de castor. Cela pourrait être intéressant pour certains d'entre vous. Donc, alors, on va se diriger vers la fin. Je pense que c'est utile d'avoir quelque chose pour guider nos actions. C'est utile d'avoir des recettes au début, mais après, on a des principes pour qu'on reste sur le bon chemin. Alors, voici quelques principes pour ce type de restauration. Et puis, ces principes s'appliquent à d'autres formes de restauration. Donc, peut-être pas, c'est OK si on est désordonné, peut-être pas ça, mais l'union fait la force, utiliser des matériaux naturels pour la construction, permettre au système de faire le travail, déléguer la prise de décision au système et la solution, c'est des systèmes autosuffisants. Lorsque nous avons démarré, donc voilà, si vous avez des pieux de clôture non traités, pourquoi pas? Dans cet exemple, on va introduire ces troncs, on va introduire ces pieux, le bois flotte et donc lorsqu'il y avait beaucoup de débit, donc tout est parti. Et il y avait donc autre chose à faire. Il fallait faire caler le tout pour que cela ait une prise. Il faut tirer de l'inspiration de la nature. Les castors aiment être désordonnés et vous pouvez être également désordonné. C'est ce côté désordonné qui peut nous aider à retrouver nos services écosystémiques. Alors, l'équipe de basket n'a pas terminé comme on voulait, mais on sait que l'union fait la force. Voici une image ou plutôt une carte d'une petite partie d'un projet plus grand. Donc, on a une distance de 4 km. Chaque point, chaque symbole, c'est une structure différente. Nous avons eu tellement de privations de matériaux. Il faut remettre ces matériaux dans les systèmes fluviaux. Et parfois, ça a l'air vraiment bordélique. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais je vais vous montrer assez de la vidéo pour que vous soyez convaincus de son ennui. Les vidéos ennuyeuses sont utiles parce que cela nous montre que l'échelle est bonne, qu'on met assez de structure. Donc, c'est quelqu'un qui a filmé. Donc, on a fait des structures en 2018 et puis quelqu'un m'a envoyé ce lien. C'était un drone qui avait filmé cette portion. Donc, on voit toutes les structures. Donc, on avait des plaines inondables couvertes de sauge et qui étaient redevenues des vraies plaines inondables. Donc, on voit beaucoup de structures ayant des prises. On a de multiples chenaux. On a beaucoup de choses merveilleuses qui se passent ici. Il s'agit de solutions qui peuvent nous aider avec le problème. Il y a des gens qui vont dire oui, OK, mais on ne peut pas faire ça pour les grandes rivières. Et moi, je ne ferai uniquement avec les grandes rivières. Je ne peux pas dire que les grandes rivières ne soient pas importantes. Mais le drainage provient principalement de ruisseaux, de cours d'eau plus petits qui ne nous donnent pas beaucoup d'inspiration, mais qui sont plus faciles si on veut faire des choses importantes, parce qu'il s'agit de cours d'eau qui sont importants en termes parce qu'ils sont nourriciers. Après, il faut construire la force ouvrière, il faut apprendre aux autres, il faut aider les professionnels. Et c'est très amusant. Beaucoup de personnes différentes peuvent être impliquées.
En France, c'est peut-être moins important, mais bien sûr, il faut utiliser des matériaux de construction naturelle. Aux États-Unis, où nous avons de mauvaises habitudes, on ne sait pas faire la cuisine, on utilise beaucoup d'agents conservateurs, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ici, on voit que des matériaux naturels, locaux sont utilisés. Il faut avoir cette mentalité de foodie. Il faut avoir une adaptation locale au niveau des recettes. Il faut être créatif avec les recettes. Et voilà, c'est ça qui est vraiment passionnant avec ce type de travail. Et il faut que le système puisse faire le travail. Donc, j'ai volé de cette phrase de Bill Zidek. Donc, le travail géomorphique comme l'érosion et le dépôt au lieu de graduation. Alors, le système ne se résume pas au travail géomorphique. Il y a également la vie, il y a la végétation, il y a ce que font les castors, il y a ce que font les saumons lorsqu'ils pondent. Si on a un terrain de jeu assez grand, si on peut gérer des attentes, eh bien, oui, il y aura un peu de chaos au niveau de la récré, mais on ne va pas déborder trop du terrain de jeu. Et on ne doit pas assumer la responsabilité associée à la prise de décision. Décider qui fait quoi, à quelle hauteur est-ce qu'on va graduer le système. Il faut que la rivière puisse décider de cela. Ce sont des choses, il faut rester humble. Ce sont des choses puissantes. Donc, faire confiance à la nature. Et finalement, on ne veut pas être obligé d'alimenter ces cours d'eau pour toujours. Il faut que ces cours d'eau, il faut que ces systèmes puissent être autosuffisants. Quelle est notre stratégie exit, comme on dit, pour que le processus continue? Eh bien, voici un exemple où on a déplacé des castors et les castors ont très rapidement pris le dessus, pris le relais, donc avec des ouvrages, il y avait déjà des ouvrages de type castor, après les castors sont arrivés, donc on a fait les ouvrages type castor et on a commencé petit et en fait, aujourd'hui, il y a 250 barrages de castors. Il n'en reste que 2 de nos ouvrages initiaux. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, j'ai un ami, Jay Wild, un bon ami qui raconte cette histoire mieux que moi. Et je l'emmène avec moi. Il m'accompagne. C'est lui qui explique son histoire. Et c'est quelque chose qui est très puissant. Et c'est ainsi qu'on peut atteindre l'objectif d'avoir des systèmes autosuffisants. Donc, voilà, on peut tout à fait faire des choses comme pensée interdite. Il faut que la vie puisse prendre le dessus. Il s'agit de partenariats. Il faut des partenariats avec des gens, avec les systèmes. Il faut penser à ces systèmes comme des systèmes vivants. Il faut penser à la vie de ces systèmes, avoir une vision partagée de la résilience. Ça, c'est important, peu importe où on se trouve. Dans l'Ouest américain, on a travaillé sur des groupes de personnes travaillant sur la préservation de la nature. On a travaillé sur les éponges. Quel sera l'avenir? Peut-être qu'il faut une vision partagée de la résiliation. Il faut une évolution libre. Il faut réamorcer la vie, peut-être. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, voici, j'aimerais remercier Baptiste Morisot. Je vous montre une vidéo. Ah, la vidéo fonctionne. Ah, si, voilà. Donc, voici une vidéo de quelque chose qui provient de la Drôme. Donc, un paysage fluvial relégué à agir en tant que rigole. Donc, voici les enfants qui ont aidé à construire ces ouvrages de type Castor. Donc, il y avait plus d'une centaine de bénévoles et puis quelques minutes après, ils testaient pour voir si c'était un bon terrain de jeu pour les gamins aussi. Donc, ce lieu ne sera plus reconnaissable lorsque la vie prend le dessus. Et ça va être
beaucoup plus intéressant que la digue qu'elle l'a été. Moi j'adore In Defense of Food de Michael Pollan. Et pour moi, la restauration, c'est un peu comme la carotte dans In Defense of Food. Il décrit la science de la nutrition. Elle est assez réductionniste, cette science. Si on peut comprendre les blocs de l'alimentation, les ingrédients, les nutriments, on devrait pouvoir faire une version artificielle de cette nourriture. Et la raison pour laquelle on fait ces aliments artificiels, c'est que c'est plus rentable. Et souvent, les scientifiques sont déçus parce que la carotte artificielle n'est pas aussi bonne que la carotte réelle. Mais peu importe, c'est mieux de manger une carotte naturelle ou artificielle. D'un point de vue de la gestion, ce qui est important, c'est d'utiliser la carotte. Et cette analogie s'applique aux systèmes fluviaux. Il faut que ces systèmes puissent faire le travail. Donc, je vous laisse avec un petit rappel. Donc, il faut reconnaître ce qui est malsain pour voir ce qui est sain. Et voici quelques principes de notre restauration. Donc, cela contextualise les actions. Donc, l'idée, c'est de faciliter le système pour que le système puisse redevenir sain tout seul. Voilà. Merci beaucoup, Joe, pour cette présentation. On a déjà pas mal de questions dans le chat. Antoine, je te laisse commencer. Oui, peut-être juste, comme Bernie va devoir nous quitter, en termes d'organisation, Thank you, Bernie. tu pourras, il y a des questions en anglais, mais comment ça va se passer pour les canaux, en fait? Si tu les lis en anglais, Joe va pouvoir les entendre, c'est bon? Je pense. On va tester. OK. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, je vais la lire en français et la traduire en anglais. Joe, I will read the first question. Bernie, thank you very much for thank timing. you. We will try to go on without your help. Thank you very much. So, Joe, you hear me? It's okay? Yep. Okay, so I will read the French question, and after I will translate it. Sounds great. Alors, first question in French. Quelle compatibilité avec les risques d'inondation en amont des villes et des villages? So, let me translate, please. So, what compatibility with flood risk upstream of town villages? So with the compatibility please. with low tech. Please, we will do a translation with direct. So be slow and let us time to answer. To translate. Okay. There is a lot of compatibility. There's often fear that wood and beaver dams, if they blow out, will wash downstream. Go ahead. Tu prends la traduction en français ou pas? Comme tu veux, vas-y. OK. Donc, il y a beaucoup de peur sur la capacité, ou en tout cas la possibilité des structures bois d'être transférées à l'aval suite à des inondations. Please go ahead, Joe. But when you get these systems up to the sort of densities of wood, densities of dams that you would have had in them, the stuff doesn't move as far. So it's actually providing some protection because the material is not necessarily washing down. It's more likely to hang up on Velcro. Okay. And it's also providing flood attenuation. OK. Donc, en fait, du fait qu'on multiplie les structures bois qui vont elles-mêmes être alimentées, parce qu'en fait, elles sont construites pour s'auto-alimenter avec le bois qui descend de l'amont, en fait, le bois qui descend ne va pas faire 10 km forcément jusqu'à l'aval, il va être stoppé en cours de route. Pour le principe, c'est que plus il y a de complexité dans la rivière, moins le bois peut aller loin. Alors, ça ne s'applique pas forcément à toutes les rivières, mais sur certaines largeurs, ça peut jouer. I completed because in case of with different rivers, it's not the same
turns. Yep. So please go ahead. I mean, yeah, like we can leave it there for now. It's yeah, that's, I mean, also gets back to it depends, right? So it depends on exactly where you are. There are places where there's too many constraints and it doesn't make sense, but we've also done these sorts of projects in more urbanized areas and it just requires a little more careful planning. Ok. Donc en fait, bien sûr, ça va dépendre de l'endroit où on se trouve. Et en fait, il y a des cas où on peut aussi le faire dans des zones urbaines, mais il faudra prendre plus ou moins de sécurité, de marge de sécurité. Et d'ailleurs, je complète en disant qu'on a déjà vu Visio l'année dernière avec H2O Lyon sur le design, l'ingénierie de ces structures bois. Donc en fait, l'USDA Forest a des modes de calcul pour piéger et structurer les bouts de bois pour qu'ils ne bougent pas. Donc en fait, il y a, entre guillemets, science de la fixation qui permet de s'assurer, je dirais, dans la majorité des cas, la sécurité. Complete. So we had a webinar last year with H2O Lyon about wood fixation with Bob Gubernik from USDA Forest. There is all engineering about and science about how to fix wood in the rivers. And so we could get you the link with this video and also with the USDA Forest Guide, who include all this possibility to be sure that wood can be stay in place at a certain level of risk. And the conclusion also about this last webinar was by Bob Gubernik. At one step of level of inundation, we have not only problem of wood. So I mean that if maybe you could have some wood leave with big flow, but in this case, the flow has already done a lot of problems again. Je vais juste compléter en fait, c'est que Bob Gubernik, qui avait témoigné, nous disait qu'à un moment donné, s'il y a des structures qui lâchent, c'est possible, mais que si c'est pour des très fortes inondations, on a déjà d'autres problèmes, et donc en fait, ça sera où, mais il y a déjà du bois qui circule, et ainsi de suite. I stop it now. Maybe, do you want to add something else, Joe? That's great. Okay. So please, Clarice, next question for you on the yes. So it's a remark that in US it's a very big city, so there is big land, and work done in a PBR way are possible thanks to available spaces. But how it's possible to do this kind of works in a very urban land, like in Europe? Tu peux le traduire en français? Oui, pardon, j'ai pas ton aisance. Oui, donc les États-Unis, c'est un très grand pays avec des très grands espaces. Et comment, ce qui fait qu'on peut utiliser ce genre de technique, comment on pourrait l'utiliser dans des endroits beaucoup plus urbanisés. Voilà. Okay, so good question, comes up a ton, especially from European audiences. You watch too much Hollywood and Netflix, and I have too many pictures that are misleading of these big, wild open spaces. Yes, we have some. Most of them have more constraints and impacts than you might realize. And if we actually systematically map our rural and our urban landscapes, we have a lot of the same constraints. I need to update this tired old slide deck to show more of those, but it's yeah. We have the exact same issues. In some ways, urban footprints, because we sprawl so much bigger, are more of a problem than here, where the cities are more compact. And when we get into rural landscapes, we're dealing with the same sorts of stuff. Tu peux traduire? Ou si tu veux, tu étais super à l'aise, donc mais je peux traduire comme tu veux. Vas-y, lance-toi. Puis Et ben en fait, il nous disait qu'on regarde sûrement trop, enfin qu'on a des images, on va dire, de la télé et des films en tête, et que du coup, on a des images de très très grands espaces, mais qu'ils ont les mêmes contraintes et les mêmes problématiques que nous, et que du coup,
ils doivent faire face aux mêmes difficultés. Et donc aussi qu'il doit comment dire, mettre à jour son PowerPoint pour montrer d'autres situations Voilà. et ses cartes aussi de points. Et donc, ils ont effectivement des cas de zones à contrainte urbaine où c'est utilisé aussi. Tu veux que je fasse un escape de la prochaine question? Tu as une sur deux? OK. Alors, let's me look at question. Alors, I have heard Janine Castro say that fish on trees co-evolve, but do BDS on pulse ever prevent fish from getting to their desired habitat? Donc en français, j'ai entendu Janine Castro dire que les poissons et les arbres ont coévalué, mais les structures bois fixées et les barrages type Castor, les ouvrages type Castor, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle pour être négatif par rapport à l'atteinte pour les poissons de leur zone d'habitat? Good question. Or are you done? Sorry. Yep. Yeah. Sure. Sometimes they can, just like natural debris jams and natural beaver dams under certain flow conditions can sometimes cause problems. Just like when I get on the road and drive my car, cars sometimes prevent me from getting to my destination, other cars. So I think we should get rid of all cars because, I'm not able to get to my destination. I'm being preposterous. I'll give you the real answer with data in a second. I'll let you translate that. Donc en fait, effectivement, potentiellement, ça peut être un problème. Et il prenait une petite caricature. Il disait, en fait, c'est pas parce que, en fait, quand je vais en voiture à un endroit, qu'il y a des bouchons de voitures qui m'empêchent d'aller à cet endroit que je dois supprimer toutes les voitures. Donc en fait, voilà, il va rentrer plus précisément maintenant dans le sujet, please. So we've monitored lots of fish. So, for example, in the Bridge Creek study, we had over 100,000 pit tagged fish, and a bunch of antennas as well as mobile surveys. And we actually saw fish moving at different life stages and moving more regularly, even on a daily basis, upstream and downstream of some of these dams. We saw adult spawners able to get through. A lot of fish are migrating through these systems when there's higher flows. And so then there's these little overflow side channels and fish ladders. And we have, various studies that different groups are publishing, starting to look at fish movement data. And, yes, you can have these things act as temporary barriers, but that's not always a bad thing. The more that we actually look at the data instead of just working off of old assumptions, the more we realize that the benefits far outweigh those temporary impediments to moving around. OK. Donc, je vais résumer parce que c'était un peu long. Sur la partie donc, poisson, il y a des études en cours et donc il y a des données. Alors, elle a cité une étude, donc je ne pourrais pas me souvenir le nom, où ils avaient observé un certain nombre de poissons. On se rend compte qu'il y a des mouvements autour des structures bois ou même des barrages castors, que, en fait, grosso modo, les freins à la migration ne sont pas permanents. Parce qu'en fait, on a des crues et on a des multi-channels, donc les multi-chenaux. Donc en fait, le système fait qu'il favorise, en cas de crue, le passage naturel, et aussi que le système créant des multi-chenaux fait qu'il y a plein de portes de sortie. Donc c'est pas permanent en fait. Et qu'au global, les bénéfices sont supérieurs à, le contraire des bénéfices, ce qui serait négatif. Voilà. Et en fait, juste peut-être pour compléter, si l'homme n'était pas là, ça serait déjà plein de bouts de bois et plein de castors, et ça fonctionne depuis des milliers d'années avant qu'on soit là. I just complete to say that before we were
on the earth, there were a lot of fish and beavers, and it was working without us. So next question for Claire-Lise. Yes. So do stage zero restoration project prevent all growth riparian forest for being established? En français? Est-ce que donc la restauration zéro empêche les forêts riveraines, voilà, les anciennes forêts riveraines de s'établir? Clearly, I missed the middle part. Do stage zero restorations prevent what? Prevent riparian? Growth of riparian forests and establishment of riparian forests. So if the question about stage zero is referring to geomorphic grade line, we've got actually Matthias Perl. He's on the line, that project that I showed, the low-tech video from. They've done a bunch of geomorphic grade line, and the short answer is no. It's you see incredible recruitment of vegetation, and also there's a misconception that the geomorphic grade line projects remove all of the living material and reset the elevation, and they don't. They remove the high surfaces, they leave some of what they can, and then they bring in so much wood, and you get recruitment, within months of these things. So you could translate that to no. That would be the easy one. Je te laisse peut-être, Antoine, parce que c'est un peu technique pour moi. En fait, donc le système, je vais essayer de traduire ça correctement. Le système avec les bois mis en place, c'est qu'il y a des modifications effectivement du fond des rivières, aussi en largeur. Et donc en fait, que grosso modo, la réponse, c'est que les restaurations de type stade 0, c'est-à-dire revenir à un stade avec multi-chenaux, n'empêche pas la pousse des forêts. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ne sont pas forcément au même endroit qu'aujourd'hui. Puisqu'en fait, la plaine, finalement, va être plus large. Et donc, le système va évoluer. Et donc, on aura des patchs avec des plus anciennes, des plus nouvelles. En fait, ça va être un système mouvant. I just completed to say that it will be something like a moving system. And we will have some patch going from youth riparian, old riparian. It would move, so it's just messy. It's messy. Alors, next question. A mess river is an LC river. River needs space such as pupils needs break time in school. Some for those two pictures which will be useful to try to convince people who are not sensible to usually agreement. En fait, c'était un commentaire. Merci donc pour les deux images que vous avez exposées. Une rivière en bordel et une rivière en bonne santé. Les rivières ont besoin d'espace, tout comme les écoliers ont besoin de leur récré. Cette façon imagée pourra peut-être contribuer à convaincre ceux qui ne sont pas sensibles à nos arguments usuels, sans doute beaucoup moins parlants. So I go to the next question. Alors, comment calibrer les aménagements pour que la rivière ne déborde pas au-delà d'une limite fixée avec les riverains pour gagner petit à petit de l'approbation et la confiance de ceux-ci? Let me translate, please. Hop, just. Alors, how to calibrate the facilities so that the river does not overflow beyond the limit fixed with the residents to gradually gain the approval and trust of those? Yeah, maybe not all at once. Maybe incrementally. We don't need to necessarily go in and reclaim the entire riverscape. It can be a little bit of a piece at a time, and we can see how things go. Also, there's a lot more. It's politically much easier the day after a major catastrophic flood where everybody is thinking of rebuilding in the same stupid place to propose doing something different and rebuilding that infrastructure either elsewhere or in a way that can allow some of these floods to pass better. So I think, incrementally, but then also opportunistically when floods happen, don't just give in to
yeah, we got to rebuild it exactly like it was. It was built wrong. Ok, so, je vais résumer en fait ce qui a été dit, c'est que effectivement, si j'ai bien compris, il ne va pas y avoir forcément, dans tous les cas, la reconstitution d'une rivière telle qu'elle a pu exister avant que l'homme marque son empreinte sur le territoire et reprendre toute la plaine. Donc, il va falloir travailler effectivement par incrémentation, et donc aller peut-être sur des structures peut-être moins ambitieuses à certains endroits. En fait, quand on fera ce qu'on pourra, il disait qu'on pouvait aussi travailler par opportunisme suite à des inondations. Alors, effectivement, je voudrais juste compléter sur une question en fait, qui est très importante, c'est le foncier. Finalement, le frein à la restauration de rivières telles qu'on a pu les décrire là, avec un espace important, c'est l'outil foncier. Et je voudrais juste rappeler que, par exemple, en Suisse, ils ont mis donc dans la loi un espace réservé aux eaux, qui est d'une taille minimale pour les petits cours d'eau, et après, en fonction de la taille des cours d'eau, devient de plus en plus grande. Et ce qui leur permet après d'accompagner ça financièrement pour rendre tolérable vis-à-vis des riverains, notamment les agriculteurs, le fait de perdre du terrain en termes d'exploitabilité. Et donc, en fait, si on veut réussir à gagner de l'espace, il y a des questions de compensation financière qui doivent être peut-être étudiées et mises sur la table. I just completed your answer because to say that the next the connective problem we had is that about the question of the earth owner, I mean the foncier. I don't know how to say that foncier in English. Oh, sorry if I misunderstood. Foncier, c'est comment on dit le foncier en anglais, webinaire Calise. Attends, je vais chercher. The landowners, the private landowners, they will be afraid to lose capacity to use the earth to grain plants or whatever. So we have to have a policy to make this larger rivers possible. And I told about the Switzerland example, that they create river space limits. For the small rivers, 5 meters at least in each part of the river. And in this space, you can't do what you want, but there is a grant to compensate the loss of exploitation. So we need to go further and to be more ambitious to create these tools that we don't have already. So the Switzerland example is quite a good idea to maybe think about it. Next question, tu peux la faire? Oui, tout à fait. Avez-vous utilisé ce type de technique ou d'autres approches en rivière navigable? So, have you used this kind of techniques or other approaches on rivers with boats? With big boats, like real navigation, moving commerce, or with like kayaks? Yes, no, real boats. No, I think that there are some limited opportunities for this sort of stuff on big navigable rivers, on side channels and on floodplain systems, where especially some of these systems, if they have a little bit of room and you can still have your main shipping channel, and then you can have side channels, and you see this with natural beaver dam activity. But no, we've avoided those for rather obvious reasons. I will say beaver dams are pretty fun to kayak over in high flow. Wood jams, I'm not so fond of in a kayak, but we there are some really so Natalie Kramer Anderson and colleagues have come up with a pretty nice sort of risk assessment, and if you map out where the recreational sort of boating opportunities are, you can definitely avoid unnecessary high risk situations. Ok.
Donc sur les voies navigables avec des grands bateaux, c'est pas envisageable, c'est trop compliqué, c'est difficile voilà, à envisager. Par contre, sur des rivières avec du kayak, ça peut être réfléchi. Et pour éviter tout risque au kayaki, si les zones de récréatifs sont connues, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Je compléterai juste sur un point. En fait, sur l'expérimentation dans les rivières navigables avec les grands bateaux, hein, je veux dire les bateaux, les péniches. Donc, en fait, on a l'exemple des Hollandais qui ont mis en place des embâcles fixés que les chenaux fluviaux sont plus utilisés. Donc, ça, c'est un premier cas. Mais aussi dans le chenal traversé par les bateaux. Et ils ont fixé ça, effectivement, pas sur le trajet du bateau, mais sur les endroits les plus sécurisés. Alors, effectivement, là, ils prennent les gros moyens, ils mettent carrément du béton, des poutres au béton pour lester. Ça peut être discutable, mais en tout cas, sur l'effet biologique, il y a des mesures, effectivement, importantes d'efficacité, puisqu'en fait, c'est des systèmes qui n'avaient plus de bois. Et maintenant, en fait, en réintroduisant le bois, ils ont retrouvé des espèces qui pensaient avoir disparu. C'est juste qu'en fait, l'écosystème d'habitat avait disparu et ils ont bien de nouveau ces poissons parce qu'on réintroduit l'habitat. Just to complete that, we had testimony from River Rick Verterstadt, the Netherlands state company that taking care about already about boating of big boats and also about recreate natural environment. And they use wood in Rhine River and some also big rivers in side channels, but not only side channels, also in the rivers that are with the boats, but not on the way of the boat, but on the side board. And but they wanted to be sure, so they use concrete to load the wood down the river. But we can discuss about this possibility and use concrete, okay? But anyway, they had results because they have seen that coming back some fish species that disappeared. In fact, they had not disappeared, that the habitats which were not there, and when they recreate wood habitats, the fish coming back, and they had a lot of fish. So that we can show that it's useful also in big rivers. Yeah, that's wood and habitat structures, but they're going to be more engineered, less low tech, and you're probably going to be installing those things from a barge as opposed to you're not wading in the river. So yeah, good point from the previous seminar, that's really viable. There's a bunch of methods, but the low tech is less applicable in those settings. Et donc le commentaire, c'était effectivement que sur le cas où on a des enjeux forts, on est moins sur du low tech, on est avec des barges, on est avec du béton, et voilà. Et en fait, on adapte finalement, comme vous disais, c'est it depends, ça dépend. Et ça va être un peu du cas par cas. There you go. Next question. De nombreux projets concernent les effacements de seuils et de barrages. Les solutions low-tech comme les équivalents de barrages Castor semblent avoir les mêmes effets que les seuils. Comment concilier les deux? Barrage de Castor et seuil artificiel en béton humain, même combat, point d'interrogation. Faut-il renoncer à l'effacement des seuils? A lot of projects consist at removing dam on weirs. Low-tech solution like beaver dam analog seems to have the same impact than weirs. How are they different? Are those two things the same? And should we abandon the destruction of weirs? Great question. It's confusing. The messaging is confusing because on the one hand, we talk about removing man-made structures like weirs because they are a migration and passage barrier. I'll let you translate that part first. Alors, en fait, il y a beaucoup de confusion entre les deux types de barrages. Et là, en fait, il faut différencier ce qui concerne effectivement les barrages faits par l'homme
des barrages de Castor. Let's please continue. So answering the last question first, should we abandon these destruction of these weirs and removal of some of these weirs? I don't think so. I think that there's a lot of benefit to removal of unnecessary dams, removal of unnecessary weirs, fish passage and migration in those sorts of situations, even with fish ladders, is really, really difficult. So those projects do make sense. Donc en fait, sur la partie, donc on va répondre à la fin de la question, faut-il arrêter de supprimer des barrages artificiels en béton? La réponse est non. En fait, les bénéfices tirés de ces retraits des barrages qui seraient aujourd'hui inutiles et qui n'ont plus d'usage sont très importants, notamment par rapport à la migration, puisqu'en fait, même supposons que les barrages soient équipés de passes à poissons, ils ne sont pas suffisamment efficients pour permettre le passage des poissons. D'ailleurs, là-dessus, il y a des études qui montrent que les passes à poissons sont souvent soit mal conçues, entre guillemets, c'est pas une critique, hein, c'est que c'est difficile à concevoir, et soit en termes d'entretien, c'est pas entretenu, et il y a un effet filtre qui fait qu'au cumul, à la fin, si on a 10 passes à poissons, ben, il n'y a plus beaucoup de poissons qui passent. I just completed to say that if we add efficiency study about fish passages, we can constate that there is difficult to build efficiency field fish passage because life is not easy. Secondly, when we see that these fish passages are not really well cared by the people, there is wood inside, it's not working. And also when you accumulate, by example, 10 fish passage, you can see that it will not be able for the fish to go along all these 10 passages to the end so easily. So there is, at least if there is 100 fishes at the beginning, at the end, there is not so much, maybe 10, one, I don't know, but really it's not so easy. Please continue. Yeah, so they do seem conceptually similar, but they're very different. These man-made structures are built to last, and they're built often with very uniform hydraulics that, you know, if you're kayaking in these things, they're scary. They're like death traps, you know, to go over. Whereas, you know, natural beaver dams and temporary beaver dam analogs, they don't last forever. They're ephemeral. They come and they go. So even if it is a barrier for a while, it's rare that that's a barrier for forever. And they just have much more diverse ways for fish to move through, around, up and over, much better than an engineered fish ladder. So they're ephemeral and they're much more complex. And in that complexity gives lots of little resting spots. And it's easier for fish to, you know, make their way through lots of little pieces, for example, on the mattress of a beaver dam, than it would be on, you know, a big, you know, drop weir structure. Donc en fait, les structures sont très différentes de conception, notamment du fait que, en termes d'ingénierie, un barrage en béton, par exemple, ou en pierre, sera très uniforme et il sera même, je dirais, en fait, d'un point de vue, je dirais l'exemple était cité en kayak, qui peut faire même peur, entre guillemets, pour rapport à sa façon de passer. Et en fait, les barrages donc de type Castor, ou les barrages faits par les castors, les ouvrages de type Castor ou les barrages faits par les castors, sont très peu uniformes. Donc en fait, il peut y avoir des voies de contournement qui se mettent en place à l'occasion des crues normalement. Et en fait, ils ne durent pas dans le temps. C'est qu'en fait, il faut imaginer qu'il y a une crue, le barrage casse, il bouge, ils vont en construire un, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir un nouveau passage, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au global, l'effet n'est pas permanent. Et si on peut comparer, entre guillemets, le fait que les deux vont avoir un impact sur le niveau d'eau, en termes de franchissement, ce n'est pas du tout la même chose. Le franchissement des barrages de Castor, il va se faire, même quand le barrage existe, ça peut se faire du fait des chenaux secondaires, du fait que le barrage va se casser suite au cru. So I just completed to say that anyways, if we can say that all the dams have an effect on the level of the water, it's not the same
on the capacity for fish to go ahead or down. Did you? I couldn't tell. Did you mention this discussion we've been having about? I mean, beaver dam has been an unfortunate word, and beaver dam analog maybe an even more unfortunate term in English because of the connotations with dam. And did you mention the conversations about instead of barrage, maybe talking about Castor Works or, I mean, like there's an opportunity in the translation to maybe not make some of the same hang-ups that we've had. En fait, donc pour la traduction, on s'est posé la question de savoir finalement est-ce qu'on peut utiliser le même terme, hein, parce que barrage de Castor et barrage artificiel, on utilise le même terme. Et est-ce que c'était pertinent de garder les mêmes termes en termes de, comment dire, de médias en fait, par rapport aux gens à qui on va parler pour expliquer les choses. Donc c'est pour ça notamment qu'en fait les BDA, Beaver Dam Analog, on a traduit ça donc jusqu'à maintenant en fait c'est un vocabulaire à construire, c'est par le terme ouvrage de type Castor. Donc parce que c'est pas vraiment entre guillemets, on pourrait pas dire que ça correspond à un barrage tel qu'on a l'idée dans la tête. Et après donc pour ce qui est des barrages de Castor, bon, on peut traduire ça aussi par ouvrage de Castor, mais bon, on essaie de trouver des termes un peu différents. Donc en fait, l'enjeu aussi qu'on va avoir dans le discours, c'est de pouvoir faire comprendre que ce sont des choses différentes. Donc les mots utilisés vont être importants. I just finished to say that we had some difficulty to choose the terms for translation to keep some difference between some concepts which should be simplified to the same, but they are not. Clarisse, the next question? Yes, it's the last question. It's more a comment. It's about water authorities. So it's with this kind of approach, empirical approach, it's not possible to do good hydraulic modeling. And this modeling are needed for the authority application. So we need to convince the water authorities that it's good like that. Donc en français, il reste à convaincre les services de police de l'eau qu'avec ce type d'approche qui sont empiriques, on ne pourra pas faire de belles modélisations hydrauliques pour les dossiers d'autorisation. Joe? Comment, Joe? Yeah. You want to comment on that? I mean, some of us... You can give us your approach in USA, because in France, I would say that exactly as we explained, we are used to staff system, and when we have to introduce it again, it's such a shock. I mean, to keep in mind that it should be like that, and how to convince. How do you do in USA? Yeah, well, we have similar sorts of things where people, often the regulatory bodies, it's habit, right? This is what we always require on this sort of project. And so we have to work with them closely to explain why some of those things may not be necessary or may not be that helpful, and see if we can get at the spirit of why they're requiring those models, and answer the questions in more pragmatic and simple ways. I do have a comment about the water authorities though here in France, but I'll let you translate that first. Je te laisse le faire? Oh, vas-y. Attends, parce que là j'ai un peu décroché. Tu veux pas commencer? J'ai décroché. Do you want me to say it again? je fatigue un peu. Let's see, more concisely. We have to work with the regulators to help them understand these projects and simplify some of the requirements. And we've had similar hurdles. So. Ok. So, donc en fait, il y a les mêmes problèmes entre guillemets aux USA où finalement il faut quand même négocier. Et permettre finalement
il y a une acculturation aussi des services de police, si j'ai bien compris, à ces questions-là. It starts though working in the areas where people are comfortable to give it a try, have a pilot, and then if things start getting traction, then we end up having to work at a higher level in these government agencies to bring about changes, right? And it can be done. It just takes time. It takes patience. Okay. I do want to comment on actually, at least in the Rhone, the water authorities are actually really interested in this, and the little video I showed at the very end, that is with them in full partnership, finding a way to streamline requirements. Donc en fait, si j'ai bien compris, donc l'idée c'est qu'il faut passer par des phases comment dire, des phases successives où on prend confiance dans le système. Et donc en fait, l'idée c'est de passer par des zones où on peut tester avec des gens qui sont partants, et pour créer en fait du lien, de confiance, et de pouvoir ainsi faire évoluer les choses au fur et à mesure. Et en complément, il disait que sur la partie du Rhône, les autorités locales étaient plutôt comment dire, en demande d'expérimentation sur ce type-là. Donc, je crois que j'ai traduit à peu près correctement. Corrigez si j'ai dit une erreur. Est-ce qu'on a une autre question? No, it was the last question, and there is a lot of thank you to Joe and to this very interesting presentation. And there is also several articles. Ok. Donc, pour conclure, donc, je dirais que ce webinaire fait partie d'un ensemble de webinaires donc, qui sont à disposition sur la chaîne Réseau Rivière TV. Donc là, je vous mets un lien dans le chat où vous verrez une vidéo en français, et la même existe en anglais sur le précédent webinaire. Il y aura d'autres webinaires à venir, notamment un le 12 juin, dont j'ai mis le lien, avec Yes River. On va montrer des exemples de réalisation en Europe et aux États-Unis sur plusieurs types de méthodes, donc les orages type castor, les fixations de bois, la restauration du stade zéro. Et donc ensuite, on compte bien continuer l'aventure avec un webinaire après l'été sur les castors, spécifiquement leur réintroduction, les difficultés de réintroduction, les difficultés de gérer des espaces où il y a des castors, parce qu'en fait, effectivement, ça fait comment on gère ça avec les agriculteurs qui sont, par exemple, exploitants des terres. On aura des exemples, notamment de la Suisse, qui a mis en place un plan de gestion du castor. Donc voilà, quelques idées qu'on va essayer de développer dans la suite des webinaires. Et on mettra en ligne aussi toute une documentation liée à ces vidéos. Juste pour terminer, pour rappeler qu'il y a un groupe de travail sur le bois, en fait, avec des chercheurs qui se met en place en Europe. Et donc, en fait, on pourra alimenter toutes ces réflexions et les liens entre les chercheurs et les gestionnaires. So just to finish, say that this webinar was a part of some of the webinar. So I put a link with the Réseau Rivière TV, which is the place we put the webinars about this subject. And we will have next time, 12th of June, webinar with ES Rivers and UCRR about this about examples that were done in Europe and the USA about BDA, PALS, and State Zero restoration. And we will continue also after summer with a webinar about beavers, reintroduction, problems to live with beavers activity. Example from Switzerland, they plan to do that. So we put documentation and link with this video. You can find it under the video description. And just to say that there is a wood group
of researcher which is beginning to be construct in Europe. And so we will try to backlink regularly between this group and also the people who are working on the fields. And so what to say more? Nothing. Thank you very much to Joe and to Thank you, everything that he gave to the H2O Lyon community and to the French community. So thank you very much, Joe, for this year and for the presentation of today. We are really happy to work with you. Okay, I forget one Merci thing. beaucoup. Is that to say that maybe at the end of the year or next year, we will do another webinar with Joe about your work. Joe, could you say just 2 words about your work? You told about your tools. 2 words, Riverscape Consortium. Yeah. Yeah. Tools and models that support the expectation management behind this. What I've actually been doing on my sabbatical here with you all. Okay. But So, merci beaucoup for everything. It's been wonderful. Thank you. et donc, pour terminer, juste pour dire qu'on envisage aussi fin d'année ou début d'année 2023, de faire un webinaire avec Joe de nouveau pour qu'il présente sa boîte à outils, en fait, qu'il essaie de mettre en place donc avec des collègues européens. Could you give me the name also of this tools box? I don't remember. Oh, well, there's a plethora of tools. I'll put in the thing that it's just Riverscape's the Riverscape Consortium. So I'll put the link in real quick here. Donc, il s'appellera Riverscape Consortium. Et donc, nous aurons l'occasion d'en reparler la prochaine fois. Thank you very much for all. Thank you very much for H2O Lyon for all the stuff you have done to organize that with me. And thank you, Joe, for time you prepare this stuff. And so I see you next time. Yeah. And thank you for the community of Wood. I hope we will be more. Merci à tous. Merci à Joe pour le travail qu'il a mis en place. Merci à H2O Lyon pour le travail pour la préparation du webinaire. Et j'espère qu'on pourra continuer à construire cette communauté du bois autour des rivières.